Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme controversée de la procédure pénale présentée en Conseil des ministres, elle doit renforcer la lutte contre le terrorisme alors que la confusion règne toujours autour des intentions gouvernementales sur la déchéance de la nationalité. Décryptage et débat à suivre. Nicolas Sarkozy veut un plan Marshall pour l'agriculture. Le président des Républicains s'inquiète de la gravité de la crise identitaire qui touche, selon lui, un monde agricole qui n'hésite plus à voter Front National. Vous l'entendrez dans cette édition. Adoption définitive de la proposition de loi contre le gaspillage alimentaire après un ultime vote du Sénat. Objectif, empêcher les grandes surfaces de jeter de la nourriture et de rendre leurs invendus impropres à la consommation. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. C'est une réforme de la procédure pénale marquée par les attentats de novembre et la menace terroriste qui a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Un texte qui satisfait la police mais inquiète la justice. Explication Anne-Laure Bance. Renforcer l'arsenal antiterroriste en dehors de l'état d'urgence, c'est l'objectif de la réforme de la procédure pénale présentée ce matin au Conseil des ministres. Le projet participe donc au renforcement de la lutte contre le terrorisme en donnant plutôt aux juges et aux procureurs de nouveaux moyens. Les mesures de simplification allègent les procédures pour une meilleure efficacité des juridictions et des services de police et de gendarmerie. Dans les faits, la réforme entend ainsi donner une plus grande marge de manœuvre à la police. Intensification des fouilles de bagages et de véhicules aux abords de sites jugés sensibles, renforcement du contrôle administratif des personnes de retour du djihad, ou encore autorisation de perquisition la nuit dans le logement d'un suspect. Autre mesure phare, l'assouplissement de l'utilisation des armes par les forces de l'ordre. Grâce au principe d'irresponsabilité pénale, les policiers pourront faire feu sur un homme armé qui viendrait de tenter de tuer quelqu'un ou qui serait prêt à recommencer. Saluée par la police, la réforme est décriée par les magistrats qui y voient une fragilisation de la justice. Prochaine étape, l'Assemblée nationale où le projet de loi sera débattu à partir du 1er mars. Et on attendait ce matin aussi les précisions, voire la clarification de l'exécutif sur la déchéance de nationalité. Beaucoup de confusion règne autour de la rédaction de l'article 2. Alors Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, est resté très évasif sur ce sujet. On l'écoute. Si oui ou non, dans le texte qui a été pré-présenté ce matin, d'avant-projet de loi, figure ou non cette référence à l'apatride. Je vous ai répondu. Ça veut dire que ça n'est pas tranché ? Est-ce que, Louise Baudet, vous pouvez aussi me poser la question de savoir si ça vous intéresse de savoir ce que je vous ai dit ? Ah non, mais ça, on a bien compris. On a pris en note, c'est très intéressant. Bien compris, mais après, on a juste une question simple. Vous avez juste une question que j'ai répondu. Je ne dirai pas au-delà. Vous ne pouvez pas répondre, en fait. Alors, on va se mettre bien d'accord. Je vous ai donné l'ensemble de ce qui a été présenté ce matin. Ça veut dire que ce n'est pas tranché encore. Mais vous avez bien vu que tout a été dit. Tout a été rappelé. Non. Mais ça, c'est votre problème. Est-ce que la phrase, je peux me permettre d'utiliser les guillemets, puisque voilà, est-ce que la phrase « la peine complémentaire emporte d'échéance de nationalité, sauf si elle a pour résultat de rendre la personne condamnée apatride », est-ce que cette phrase figure ou non dans l'avant-projet de loi présenté ce matin par Manuel Valls ? Vous avez tout à fait le droit de poser cette question, vous allez la poser, moi j'imagine que d'autres la poseront. Je vous ai donné l'ensemble des dispositions qui ont été présentées ce matin au Conseil des ministres. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. C'est un problème, oui, parce qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir poser 10 fois la question. C'est un vrai problème, parce qu'il reste une ambiguïté, et nous, on ne veut pas écrire des choses qui soient fausses ou ambiguës. Alors qu'on vient de l'apprendre, eh bien, selon Bruno Le Roux, le porte-parole, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de désaccord entre le groupe PS et le gouvernement sur cette question de la déchéance. L'Assemblée nationale devra donc examiner la révision constitutionnelle vendredi. Les oppositions se multiplient à droite comme à gauche. Alors on fait tout de suite un point sur les positions des différents groupes au Sénat avec Faustine Saint-Geniès. Va-et-vient, atermoiement. La déchéance de nationalité, c'est le serpent de mer de ces derniers mois qui pourrit le débat sur la révision constitutionnelle.
Et au Sénat, la majorité des 3/5 au Congrès espérée par François Hollande semble de plus en plus difficile à atteindre. On ne réécrit pas la Constitution pour régler les problèmes internes au PS. Et aujourd'hui, on a deux soucis dans la nouvelle réécriture. D'une part, c'est qu'on n'atteint pas l'objectif qu'on recherche, c'est-à-dire sur la déchéance pour les binationaux. Et ensuite, on fait bavarder la Constitution. Pourquoi? Parce que quand on parle de déchéance de droits civiques, on a déjà tous les outils qu'il nous faut. Le gouvernement s'éloigne peu à peu du texte qu'il a déposé en décembre dernier. Dès lors, pour de nombreux sénateurs de la majorité, une réforme de la Constitution ne se justifie plus. Certains sénateurs fillonistes, comme François-Noël Buffet, se disent d'ores et déjà prêts à voter contre. Face à cet effritement des voix, le chef de file des socialistes appelle à trouver un compromis à tout prix en vue du Congrès. Moi, j'en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires, de droite et de gauche, et notamment à mes amis socialistes. Il faut trouver un compromis. Il faut que l'unité nationale soit plus forte que tout, parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays. Mais dans les rangs socialistes, on préfère attendre la dernière version du texte pour se prononcer. Même prudence chez les radicaux de gauche. Les communistes, eux, sont fermement opposés à une réforme de la Constitution sur ce sujet. Une majorité des Verts devrait leur emboîter le pas. La situation des migrants à Calais au cœur d'une réunion place Beauvau ce matin. Bernard Cazeneuve a annoncé l'interdiction de toutes les manifestations pouvant, je cite, provoquer des troubles à l'ordre public. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur suivi de l'intervention de Xavier Bertrand, le nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai demandé à la préfète du Pas-de-Calais, après que nous avons évoqué ces sujets avec Natacha Bouchard, de procéder à l'interdiction de toutes les manifestations, quels que soient leurs organisateurs, qui sont susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public, de telle sorte à éviter dans cette ville des affrontements qui n'ont pas lieu d'être, dont la ville n'a pas besoin. Le fait de contrôler davantage les identités à l'accès à la lande est important, à la fois pour les passeurs qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Mais il y a les no-borders. Les no-borders, ce sont des provocateurs. Ce sont des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Ceux-là n'ont rien à faire à Calais. Et je souhaite que l'on utilise tous les moyens pour les mettre hors d'état de nuire. Et on évoquera la situation de la jungle de Calais avec Natacha Bouchard, la maire de la ville. Elle sera notre invitée à 17h30. Dans le reste de l'actualité, le virus Zika. Il y a 2 jours, l'OMS déclarait une urgence de santé publique alors qu'un cas de transmission sexuelle a été signalé. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, faisait le point ce matin. On l'écoute. En cas d'infection confirmée, se met en place une surveillance. Concrètement, une échographie mensuelle est réalisée, orientée sur la détection de signes neurologiques. Par ailleurs, et à titre conservatoire, en attendant les résultats de discussion au sein de l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence de la biomédecine vient d'adresser aux établissements de santé des départements concernés la recommandation de différer les dons de gamètes et les assistances médicales à la procréation. Et pour évoquer la situation sanitaire de ce virus, notamment outre-mer, Tam Tranui est avec le sénateur socialiste de la Guadeloupe, Félix Desplan. À une réunion au ministère de l'Outre-mer autour du virus Zika, tout simplement, que s'est-il dit? Est-ce qu'il va y avoir un plan d'action lancé contre ce virus? Alors, il faut dire que cette réunion de ce matin a été, disons, provoquée par le fait qu'il y a eu des réactions qui n'ont pas apprécié les déclarations de Madame la ministre de la Santé. Marisol Touraine qui a invité les femmes enceintes à ne pas se rendre en Outre-mer. Donc, suite à ça, elle a voulu réunir tout le monde et faire le point. Donc, elle a expliqué qu'il y a peut-être eu une mauvaise intention, une mauvaise interprétation de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a voulu dire, mais il n'était pas question pour elle, effectivement, de faire croire que les Outre-mer étaient particulièrement dangereux. Bon. Vous estimez que le message de la ministre, dans un premier temps, du moins, a été trop alarmiste? Vous craignez pour le tourisme, pour l'économie de l'Outre-mer? C'était trop alarmiste. 2 raisons. D'une part, j'estime que si effectivement les femmes sont les plus menacées par ce virus, où qu'elles sont menacées. Et celles de la Guadeloupe qui sont enceintes, qui pourraient devenir enceintes, effectivement, il convient de leur faire des recommandations, de leur donner des conseils, de leur dire comment se comporter, ce qu'il faut éviter.
mais non Ça veut dire pas... que toutes les femmes enceintes, où qu'elles soient, sont donc menacées. Oui, pourraient être menacées. Hein, et en particulier celles qui vivent dans un pays où sévit déjà donc, cette épidémie, où se trouve déjà ce moustique. Donc on n'a pas apprécié. Et puis ça a quand même une conséquence sur le tourisme. Nous sommes en pleine saison touristique. Hein. Et cette année, cette saison semble être meilleure que ces dernières années. Et une telle déclaration pourrait faire hésiter effectivement ceux qui auraient l'intention de venir aux Antilles, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc on a fait le point. Mais elle nous a surtout dit que, en fait, si l'OMS vient effectivement de prendre l'affaire à bras-le-corps, mais qu'elle s'était déjà penchée sur cette affaire déjà depuis quelques mois et qu'elle avait fait des recommandations, qu'elle avait demandé à prendre des précautions, les mêmes précautions que l'on prenait pour éviter le moustique. On parle d'une poussée explosive, on parle de 4 millions de personnes, on pense au Brésil, au cas de microcéphalie des enfants, de ces femmes enceintes. Alors quel est le plan d'action nécessaire face à ce virus ? Alors, le cas du Brésil, de la Colombie, ces pays-là, ce sont des pays quand même où le niveau sanitaire n'est pas le même que dans nos départements, même nos départements d'outre-mer. Hein. Donc, on n'a pas encore ces cas-là, même en Martinique, qui est déjà au stade, un stade beaucoup plus inquiétant, Martinique et Guyane. Hein. Donc, oui, la Guadeloupe, pour l'instant, est dans un... Il y a une dizaine de cas, mais sans nul doute que compte tenu de communication entre Martinique, Guadeloupe, etc., ben, le virus arrivera en Guadeloupe et va se répandre aussi rapidement. Hein. Donc, en réalité, on a fait le point, et puis elle nous a assuré qu'elle a l'intention de venir aux Antilles et en Guyane, Martinique et Guyane, pour rassurer les gens, voir un peu ce qui se met en place et discuter avec les collectivités, les responsables locaux, de façon à, ensemble, disons, créer une espèce de solidarité pour combattre ce fléau-là. Et moi, je l'ai invité, je lui ai dit, compte tenu que le seul remède qui existe, c'est la prévention, vous devriez venir en Guadeloupe aussi. Ce n'est pas parce que la Guadeloupe n'est pas encore concernée au même titre que la Martinique que vous ne devriez pas venir. Au contraire, il faudrait venir pour vérifier toutes les précautions qui sont prises, pour vérifier que tout est fait pour freiner au maximum le développement de cette maladie. Merci beaucoup, Félix Despointes, d'avoir répondu à nos questions. On a compris donc pas de panique face au virus Zika en Outre-mer. Merci beaucoup, Tam. Et on va prolonger cette discussion avec cette question aussi sur une épidémie en France métropolitaine. Serait-elle probable? Pour en parler, le professeur Eric Combe, spécialiste des maladies tropicales, est l'invité du Face à Face. Il répond aujourd'hui aux questions de Mickaël Zamès. Eric Combe, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est face à une pandémie mondiale? Ah non, on n'est pas face à une pandémie mondiale. Pour l'instant, d'abord l'Europe est épargnée, et pour l'instant, c'est une épidémie américaine, et principalement d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, plus des Caraïbes, évidemment. On entendait le sénateur juste à l'instant qui disait surtout pas de panique. C'est vrai, pas de panique? Oui, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est un message qui m'apparaît très raisonnable. Je ne vois pas pourquoi on paniquerait plus sur le Zika que sur la dengue, par exemple, qui tue régulièrement des enfants, y compris aux Antilles. Mais alors pourquoi autant d'inquiétude? Pourquoi cette alerte mondiale? Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète d'un coup? En plus, cette maladie n'est pas nouvelle. Non, cette maladie n'est pas nouvelle, elle est connue depuis très longtemps, mais à dire vrai, elle est mal connue parce que jusqu'à maintenant, elle avait principalement touché des petits territoires d'Afrique et puis de Polynésie, enfin en Océanie, Polynésie française par exemple, les îles de Micronésie, dont des territoires peu peuplés, donc peu de cas par an. Et donc la maladie n'est pas très bien connue. Mais là, pour la première fois, elle touche l'Amérique latine, où là, c'est gigantesque. Et on a appris qu'il y avait un cas de transmission sexuelle. C'est arrivé au Texas, aux États-Unis. Et vous m'avez dit tout à l'heure, juste avant qu'on entre sur ce plateau, que ce n'est pas le premier cas. Il y a déjà eu un cas en 2011. Oui, un cas qui a été publié en 2011, oui, mais qui a été décrit en 2009. Enfin, mes publications en 2011. Donc c'est connu, oui, effectivement. Donc ce n'est pas le premier cas de transmission d'homme à l'homme. Qu'est-ce que ça change, le fait que ce soit transmissible à l'homme ? Si c'est transmissible par voie sexuelle, ça complique un peu les choses, parce que la prévention, du coup, doit faire appel non seulement à la protection contre les moustiques, mais aussi à la protection contre les agents sexuellement transmissibles, donc le port de préservatifs. Donc, on va revenir sur les questions de protection dans un instant. Pour être très pédagogue sur cette maladie, sur ce virus Zika, il touche, et on l'entend aussi beaucoup, les femmes enceintes, c'est ça? C'est d'abord les femmes enceintes qui ont un vrai risque?
Non, pour que tout le monde comprenne. Il touche en fait toute personne qui n'a pas rencontré le virus dans sa vie et qui donc n'est pas immunisée peut être touchée par le virus. Enfants, adultes, personnes âgées, tout un chacun. Par contre, la maladie est plus grave chez les femmes enceintes, notamment contaminées dans le premier trimestre de la grossesse, mais éventuellement également le deuxième trimestre de la grossesse, parce qu'on peut avoir des malformations congénitales du fait de l'acquisition de ce virus pendant la grossesse. On appelle les microcéphalies pour les enfants. On pense qu'il y a un lien très probable. Il y a de nombreux cas aujourd'hui qui n'ont pas été déclarés selon vous, ou à votre connaissance? Je pense que pour la Polynésie française, tous les cas repérés ont été déclarés. Je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Pour l'Amérique latine, par contre, effectivement, c'est différent. On entend beaucoup de cas graves en Amérique latine, et pas forcément sur notre continent, ou que ce soit dans les territoires d'outre-mer. C'est le cas? En Polynésie française, ils ont eu des cas de microcéphalie. Ils en ont eu 17 ou 18. Les risques pour les femmes enceintes, c'est quoi à part les microcéphalies? Il y a des risques de malformations autres que les microcéphalies, des risques de malformation du tronc cérébral par exemple, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, mais des risques de malformation neurologique. Voilà, c'est principalement l'appareil neurologique. Alors on en vient peut-être aux recommandations que vous pourriez formuler aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent. Ça serait quoi les recommandations pour se protéger? Écoutez, d'abord il faut rappeler qu'en Europe pour le moment il n'y a aucun risque, y compris en France. Vraiment aucun? Pas en France au jour d'aujourd'hui, et même en Europe du Sud, le moustique n'est pas actif. Parce qu'on est en hiver, mais à partir du moment où les températures risquent d'augmenter, d'ici quelques mois, quelques semaines, qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors effectivement, en France, on a un moustique qui s'appelle le Aedes albopictus, le moustique tigre, qui est le cousin du moustique Aedes aegypti qui transmet la maladie en Amérique latine. Alors après, est-ce que la capacité de ce moustique-là sera équivalente à celle de son cousin pour transmettre la maladie? En France, de façon efficace, ça reste complètement mystérieux et hypothétique de le dire aujourd'hui. On n'en sait absolument rien. On n'en sait rien. C'est pour ça que j'ai l'impression, en vous écoutant et même en discutant avec vous tout à l'heure, qu'il y a encore comme un flou, comme quelques doutes encore sur cette maladie, sur ce virus. Évidemment, comme on est face à une infection émergente et donc qu'on ne connaît pas très bien, forcément il y a des inconnus. On a parlé de la transmission sexuelle. Et d'où l'inquiétude, vous pouvez comprendre ça, qu'il risque d'y avoir une inquiétude dans la population? Je comprends très bien qu'il y ait une inquiétude dans la population des DOM-TOM et principalement actuellement des DFA, des territoires français d'Amérique, des départements français d'Amérique, pardon. Je comprends très bien. En France métropolitaine, ça ne m'apparaît pas justifié. Alors, sur la protection, comment on fait pour se protéger? Alors, pour les personnes qui vivent en pays d'endémie, c'est-à-dire aux Antilles actuellement, puis en Amérique latine évidemment par extension, il faut se protéger des piqûres de moustiques. Donc ça passe par le port de vêtements longs, éventuellement imprégnés d'insecticides. Je sais que c'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Appliquer des répulsifs sur la peau, dormir sous des moustiquaires éventuellement imprégnés d'insecticides. Et puis la lutte collective contre les moustiques, c'est-à-dire la démoustication. Pardon. Est-ce que vous conseillerez aujourd'hui aux femmes enceintes de ne pas aller dans les territoires d'outre-mer? C'est ce qui est conseillé par le Haut Conseil de santé publique. J'ai contribué au rapport du Haut Conseil de santé publique. Je vais pas renier... Prononcé par la ministre Marisol Touraine? Oui, mais elle a repris les termes du rapport du Haut Conseil de santé publique, qu'elle nous avait demandé d'ailleurs. Et on a bien réfléchi à cette question. Et pour nous, il n'apparaissait pas raisonnable de dire aux femmes potentiellement enceintes d'aller dans un pays d'épidémie actuelle, alors qu'on sait très bien que l'épidémie sera terminée dans un an à peu près, quoi. Donc, Alors ça, c'est ce qu'a dit Marisol Touraine. Mais écoutez ce que la ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Angevin, qui était sur notre plateau, a dit à propos justement des propositions et des préconisations de Marisol Touraine. Écoutez. La particularité du Zika par rapport à la dengue ou chikungunya, qui sont un peu des maladies similaires, c'est qu'on suspecte un risque pour des malformations pour les bébés. Donc, c'est vrai qu'il faut être prudent, mais à mon sens, une femme qui met du produit anti-moustique, qui dort avec une moustiquaire ou avec une clim fraîche, à mon sens, elle a un risque très limité. Risque très limité, dit la ministre de l'Outre-mer. Je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là parce qu'en fait, le moustique ne pique pas la nuit. Donc dormir sous une moustiquaire ne vous protège pas particulièrement. Le moustique pique aux heures extrêmes de la journée et notamment en fin d'après-midi alors qu'on est souvent dehors. Voilà, il y a quand même certaines réserves. Des réserves également. Est-ce que vous estimez que peut-être
Et là, c'est une question que je vous pose. On s'y est pris trop tard. Vous travaillez depuis quand sur ce virus? On travaille là-dessus depuis 6 mois déjà, au moins, puisque le premier rapport du Haut Conseil de santé publique sur le Zika, je crois qu'il date de mai ou de juin dernier, ou juillet dernier, enfin de juin dernier, on va dire, donc 9 mois. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a sonné l'alarme assez tôt? En ce qui concerne les autorités françaises, l'alarme a été sonnée assez vite, puisque le premier rapport remonte à juin. Donc oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer? Est-ce qu'il faut tuer les moustiques? Est-ce qu'il faut s'en prendre On sait que, par exemple, au Brésil, il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées pour tuer les insectes, notamment. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose dans nos territoires? Et il est probable que ça ne serve pas à grand-chose, et on le sait, puisque c'est le même moustique que celui qui se transmet la dengue et le chikungunya. Mais vous avez dit que la dengue était beaucoup plus grave. Et la dengue est effectivement plus grave, puisqu'elle peut tuer. Et par ailleurs, la dengue, ça fait 20 ans au moins qu'elle est présente en Amérique latine. Et en Amérique latine, on vit avec la dengue en saison de transmission, quoi. Donc le fait d'avoir lutté contre les moustiques ne leur a pas permis de s'affranchir du risque de dengue. Vous nous confirmez que Zika n'est pas mortel? Zika n'est a priori pas mortel. Il y a une complication neurologique à titre de syndrome de Guillain-Barré qui peut engager le pronostic vital par le fait qu'il peut induire des paralysies respiratoires, mais dans les conditions de réanimation modernes, c'est une maladie qui guérit, donc les risques de mort sont très très limités. Merci en tout cas pour cet éclairage, de nous avoir expliqué ce virus Zika et ses conséquences. Éric Combe, membre du Haut Conseil de la Santé publique, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël. Un plan Marshall pour la ruralité, c'est la proposition de Nicolas Sarkozy à la crise du monde agricole, à un mois du salon de l'agriculture. C'est aussi un moyen d'empêcher une partie de son électorat traditionnel de partir vers le Front National. Louis Sibyl. La droite lance une opération reconquête de l'électorat rural, avec 10 mesures pour soutenir l'agriculture. Baisse des cotisations, baisse des normes et des marges de prix plus équitables entre producteurs et grande distribution. Et une annonce phare, un plan Marshall de 10 milliards d'euros pour la ruralité. Dans ce plan, nous afficherons un premier principe, c'est le principe de parité. 1 euro investi dans la ville doit correspondre à 1 euro investi dans nos campagnes. La droite perd du terrain dans les campagnes. Aux dernières régionales, les agriculteurs ont voté autant pour les listes des Républicains et du Centre réunis que pour le FN. Une hémorragie qui alarme les élus locaux. On le voit dans un département comme le mien, c'est flagrant. Dans le résultat des élections dans les toutes petites communes, on voit bien aujourd'hui qu'il y a vraiment une désespérance qui se traduit dans les urnes. Remarquez, on a pris les villes, on a pris les départements, on a pris les régions. Petit à petit, la voix se fait entendre maintenant. Avant, on n'avait rien du tout, on avait une région sur 22. Renouer le dialogue avec le monde agricole, une dynamique difficile pour la droite, qui n'a pas su enrayer la crise agricole pendant ses 10 années au pouvoir entre 2002 et 2012. La France avait alors perdu sa première place d'Europe en matière d'exploitation agroalimentaire. Et puis, je vous le disais en titre, les sénateurs ont adopté la proposition de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Son objectif, c'est de rendre le don des invendus obligatoire. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek qui nous attend en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, le vote est intervenu il y a environ 1 heure déjà. Oui, alors vous venez de le dire, c'était une adoption donc à l'unanimité dans l'hémicycle. Et l'objectif de ce texte, c'est bien de généraliser le don alimentaire des grandes surfaces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% de la production alimentaire dans le monde est perdue, jetée ou gaspillée. Il y a donc urgence. Et dans cette loi, il y a 2 grands volets. Tout d'abord, l'interdiction pour les grandes surfaces de jeter les denrées alimentaires consommables sous peine de sanction. Et puis ensuite, le principe du don obligatoire des invendus consommables. Le texte, eh bien, il oblige donc les commerces de plus de 400 mètres carrés à conclure une convention avec les associations pour faciliter ce don. Les industriels pourront, quant à eux, donner des produits de marque distributeurs, jusqu'alors refusés. Côté sanctions, jeter de la nourriture consommable sera passible d'une amende de 3 750 €. Même sanction pour
le fait de javeliser les poubelles. Avec cette loi, les grandes surfaces ne pourront donc plus jeter leurs invendus, mais quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, la grande distribution n'est responsable que de 5 à 10% du gaspillage alimentaire. La restauration, c'est 15% et les ménages, 70%. Il faut donc aussi cibler ces derniers et c'est pourquoi l'éducation à l'alimentation rentrera donc dans les parcours scolaires pour alerter les jeunes sur ce gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Savérien. Alors, vous en parliez à l'instant. Je vous propose tout de suite de réécouter les temps forts de l'adoption de cette proposition de loi contre le gaspillage alimentaire. On se retrouve juste après. Des millions de personnes meurent de faim, n'ont pas accès à l'eau potable et pourtant, près d'un tiers de la production alimentaire mondiale est jetée. En France, 3,5 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire et beaucoup plus encore souffrent de la faim quand on sait que 8,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Pour faire face à la misère et la précarité, les associations caritatives, dont je veux ici saluer l'action, ont mis en place depuis longtemps des circuits de distribution alimentaire. Ils reposent sur les dons volontaires de particuliers, mais également sur des accords avec des distributeurs ou des producteurs. L'expérience ancienne de ces associations permet d'identifier certains écueils comme les difficultés de stockage et de transport ou le manque de moyens nécessaires à la pérennité de leur mission. D'où l'importance de renforcer le niveau de l'aide publique alimentaire, tant au niveau européen dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis qu'au niveau national. J'avais en effet tenu à proposer un amendement à la loi sur l'avenir de l'agriculture de 2014 qui fut adopté, lequel disposait qu'une information et une éducation à l'alimentation sont dispensées dans les écoles. C'est cet article du Code de l'éducation que l'adoption de mon amendement avait alors créé et que vient compléter aujourd'hui l'article 3 de cette proposition de loi. Je salue ainsi la place nécessaire accordée par ce texte à l'éducation, à la sensibilisation et au civisme, qui sont les piliers essentiels en vue d'une évolution collective vers des comportements plus responsables. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons poursuivi la démarche consensuelle qui anime ce texte depuis son élaboration. Nous avons ainsi choisi de ne pas l'amender afin de permettre son adoption rapide grâce à un vote conforme. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste n'a pas souhaité déposer d'amendement en vue de l'examen de ce jour en séance publique et soutient évidemment sans réserve cette proposition de loi dans l'espoir bien évidemment qu'elle soit définitivement adoptée aujourd'hui. Merci. Cette proposition établit donc une hiérarchie des actions à engager pour lutter contre le gaspillage alimentaire. D'abord, la prévention du gaspillage, l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation. Et bien sûr, l'interdiction de cette abominable pratique qui consistait à rendre impropres à la consommation des denrées avant leur date effective de péremption. La valorisation destinée à l'alimentation animale en 3. Enfin, l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par la méthanisation. La mobilisation et la formation de l'ensemble des acteurs au niveau local est pour cela nécessaire. Dans un monde où l'homme exploite sans vergogne les ressources naturelles, le gaspillage alimentaire n'est plus tolérable. Des initiatives sont lancées, vous le savez, dans le monde entier pour lutter contre ce gaspillage, pour lutter aussi contre la surexploitation des océans ou la déforestation. Et en adoptant ce texte, dans quelques minutes, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles de notre planète et vous ferez de la France l'un des pays du monde les plus en pointe dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je veux donc remercier de leur implication Madame Didier, Madame Bonnefoy, Monsieur Labbé, Madame Billon, Monsieur Grémillet, Monsieur Courteau, Madame Canaillé, qui se sont exprimés depuis quelques minutes. Et puis remercier aussi pour son implication Madame Joanneau, rapporteure du texte, aux côtés de Monsieur le Président Hervé Moret, que je salue, et saluer le travail très important du député Guillaume Garot, qui est tellement attaché à ce texte qu'il assiste à nos débats dans les tribunes du public. Tous, vous avez contribué à faire de ce texte un texte important, utile, qui sera, je n'en doute pas, voté à une très large majorité dans un instant. Je vais donc mettre maintenant aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est pour,
Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est définitivement adoptée à l'unanimité. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mots simplement pour remercier notre Haute Assemblée de cette belle unanimité. C'est effectivement assez rare que nous adoptions à l'unanimité un texte, qui plus est de manière conforme à celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Et je salue d'ailleurs tous mes collègues qui avaient envie d'améliorer encore ce texte par le dépôt d'amendements et qui ont eu la sagesse de les retirer, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle, parce qu'ils avaient bien compris que l'urgence, c'était que ce texte il puisse être adopté le plus rapidement possible. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et je m'en réjouis. 17h sur Public Sénat. Merci si vous nous rejoignez toujours en direct. Voici les titres de Sénat 360. La réforme controversée de la procédure pénale présentée en Conseil des ministres, elle doit renforcer la lutte contre le terrorisme alors que la confusion règne toujours autour des intentions gouvernementales sur la déchéance de la nationalité. Analyse à suivre. Faut-il graver dans le marbre de la Constitution les principes de la loi de 1905 pour protéger la laïcité? C'est la proposition des sénateurs RDSE. Elle sera examinée à 18h30 en séance. Décryptage et débat dans un instant. La situation des migrants au cœur d'une réunion, place Beauvau. Natacha Bouchard sera notre invitée à 17h30. La maire de Calais qui réclame toujours l'intervention de l'armée pour reprendre le contrôle de la jungle. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Et on commence ce multiplex avec Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences. Tam, vous êtes avec le sénateur socialiste de l'Aude, Roland Courteau, pour une première réaction à l'adoption définitive par le Parlement après ce vote à l'unanimité du Sénat de la proposition de loi contre le gaspillage alimentaire. Oui, alors cette loi sur le gaspillage alimentaire a donc fait consensus tout à l'heure dans l'hémicycle. Ce n'était pas une surprise. C'est d'abord un texte qui s'adresse aux grandes surfaces, mais on sait aussi qu'il y a énormément de gaspillage effectué du côté des ménages. Alors comment est-ce qu'on fait pour agir sur ce gaspillage, Roland Courteau? Écoutez, d'abord je voudrais dire que c'est un texte qui était absolument nécessaire. Il était temps d'ailleurs. Si je me réfère aux pratiques des générations qui nous ont précédés, le gaspillage n'existait pas. Il y avait une certaine forme d'éducation à ne pas gaspiller. Quel est le constat aujourd'hui? Nous jetons chaque année par habitant 20 kilos de nourriture. C'est scandaleux. Alors que des femmes, des hommes, des enfants souffrent de la faim en France, ici et maintenant, mais également 1 milliard de personnes ont des problèmes de nutrition. Comment s'expliquent pour vous ces mauvaises habitudes qui ont été prises? Oh, ben disons qu'avec la croissance, le manque d'information, d'éducation, il y a eu des dérives, ce que l'on appelle des dérapages. Il était temps de faire prendre conscience aux uns et aux autres, alors qu'il s'agisse des producteurs, des industriels, des consommateurs et des grandes surfaces. Il était temps de réagir par rapport à de telles pratiques, leur faire prendre conscience que ça n'est pas normal que l'on jette des aliments, ne serait-ce que par respect de ceux qui les produisent, ces aliments-là. Moi, il y a 2 mesures qui me paraissent être essentielles. Je rejoins votre question. La première, c'est celle qui vise à interdire aux grandes surfaces de rendre impropre à la consommation des invendus qui étaient encore consommables. Ça, c'est scandaleux. La javelisation. On détruit des aliments qui pourraient encore profiter à des hommes et à des femmes et à des enfants. Donc, le fait de leur interdire et de les inciter à passer convention avec des associations caritatives, que je salue au passage d'ailleurs, est une excellente chose. Et la deuxième, qui me paraît être tout aussi excellente, c'est les séances d'information, de sensibilisation dans les écoles. Romain Rolland disait « tout commence sur les bancs de l'école ». Et c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer par informer, par faire prendre conscience aux enfants de la nécessité de ne pas gaspiller. L'éducation alimentaire donc est essentielle. Alors j'en reviens à votre premier point. Est-ce que selon vous, les associations sont suffisamment équipées pour recevoir tous les invendus des grandes surfaces? Ça peut être aussi difficile en termes de stockage.
Oui, il y a ce problème de stockage, il y a le problème des transports, il y a le problème du tri. Là également, dans les conventions, tout cela devra être pris en compte. Et il faut que les négociations se fassent entre les grandes surfaces, les associations caritatives et les pouvoirs publics, de manière à bien cadrer les choses. Donc il y a le principe, mais il y aura aussi la logistique qui va devoir suivre. On le sait, c'est aussi un véritable problème environnemental. On se rappelle d'ailleurs que les mesures avaient d'ailleurs été d'abord présentées dans le projet de loi sur la transition énergétique. Qu'est-ce que ça représente en matière environnementale, tout ce gaspillage? Alors là, vous savez, il y a les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre sur la planète sont la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et le troisième, c'est le gaspillage alimentaire. Donc le fait de lutter contre le gaspillage alimentaire, non seulement va rendre service à celles et ceux qui souffrent de la faim, mais également va nous permettre de lutter contre le changement climatique. Merci beaucoup Roland Courteau d'avoir répondu à nos questions. On le voit, c'est donc aussi un engagement au niveau environnemental quelques semaines après la COP21. Merci beaucoup Tim, et on reste au Sénat avec Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, les sénateurs examinent à présent une proposition de loi qui concerne l'application aux élus locaux du droit individuel à la formation. De quoi s'agit-il exactement, Saveria? Eh bien Delphine, il s'agit en fait de préparer la réinsertion professionnelle des élus locaux après leur mandat, l'issue de leur mandat. Et les élus vont donc pouvoir bénéficier plus facilement du droit individuel à la formation, comme tous les salariés français. Grâce à une loi votée l'année dernière, les élus bénéficiaient déjà de ce nouveau droit. Et bien ce nouveau texte qui est examiné en ce moment derrière moi, il en facilite l'exercice. Alors concrètement, cette loi, elle prévoit de confier la gestion administrative, financière et technique de ce nouveau droit à la Caisse des dépôts et des consignations. Ce droit à la formation, il va être financé par une cotisation de 1% sur les indemnités de fonction des élus. La Caisse des dépôts, elle sera chargée également de l'instruction de ces demandes de formation présentées par les élus. Et chaque élu, il aura le droit, comme tous les salariés, à une formation de 20 heures annuelles cumulable sur toute la durée de leur mandat. Sachez enfin, Delphine, que le nombre de bénéficiaires potentiels, il est constitué des 550 000 élus que comptent nos collectivités. Merci beaucoup Saveria. Le groupe RDSE du Sénat veut inscrire les principes fondamentaux de la loi de 1905 sur la laïcité dans la Constitution, ce qui permettrait, selon lui, d'éviter, je cite, des accommodements trop fréquents avec ces principes et une montée du communautarisme. Jordan Klein. La France est une république indivisible et laïque. C'est ce que dit mot pour mot l'article 1er de la Constitution. Dans une proposition de loi, le groupe des radicaux de gauche souhaite l'étoffer. Objectif, ajouter dans un alinéa la loi de 1905 séparant l'Église de l'État. Leur volonté est claire, sanctuariser la notion de laïcité mise à mal par les attentats de janvier et de novembre. Trop de problèmes donc aujourd'hui surgissent dans le quotidien par le fait que cette loi ne soit pas donc constitutionnalisée et puisse laisser encore place à l'interprétation. Cette loi contribuerait également à mieux vivre ensemble. Il nous paraissait opportun de proposer au Congrès de pouvoir l'inscrire au même titre que d'autres problèmes qui ont trait à la sécurité. Une modification constitutionnelle qui nécessite 3/5 du Congrès pour être adoptée. L'opposition de droite a déjà annoncé qu'elle ne la voterait pas. C'est un débat qui est dépassé. La laïcité est rentrée dans les mœurs de ce point de vue. S'il reste aujourd'hui un problème avec la laïcité, c'est à cause de la montée du communautarisme. Et ça n'est pas en inscrivant la loi de 1905 dans notre Constitution, comme le voulait François Hollande, que l'on va lutter efficacement contre cette montée du communautarisme. Protection de la laïcité ou lutte contre le communautarisme, au Sénat, le débat n'est pas seulement sémantique. Philippe Bas va lui aussi déposer une proposition de loi pour modifier la Constitution. On ouvre le premier débat de ce Sénat 360 avec nos invités aujourd'hui. Françoise Laborde, bonjour. Vous êtes sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Vous êtes une des signataires de ce texte qui sera débattu tout à l'heure dans l'hémicycle. Avec nous également François Grosdidier. Bonjour, sénateur Les Républicains de la Moselle. Vous nous direz comment ça se passe dans votre département où règne le Concordat. J'accueille également Didier Marie. Bonjour, sénateur socialiste de la Seine-Maritime. Merci d'être avec nous. Et Didier Lesky, vous êtes l'ancien directeur du bureau des cultes au ministère de
l'Intérieur. Et vous êtes auteur de cet ouvrage avec le philosophe Régis Debray, La laïcité au quotidien, guide pratique paru chez Folio. Merci d'être avec nous. Françoise Laborde, on a entendu l'objet de cette proposition de loi qui sera débattue tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une laïcité à géométrie variable ? Ben moi, je fais partie de ceux qui le pensent. En effet, je pense que justement l'envie de constitutionnaliser et de ce titre 1 de la loi de 1905 permettrait peut-être de garantir et de remettre sur le devant de la scène un certain nombre de points que l'on dit acquis quand cela nous arrange, mais on se rend bien compte dans la vie au quotidien que ce n'est pas acquis. Donc pour nous, il y avait plusieurs choses. Il y avait bien sûr cet engagement numéro 46 de François Hollande, qui est maintenant président de la République. Mais bon, c'est vrai que depuis, il s'est passé beaucoup de choses, comme disait mon voisin, mais quand même. Et puis, comme il va y avoir cette réunion à Versailles, ce congrès, c'était aussi l'occasion de dire qu'on ne va peut-être pas mettre des choses seulement comme la déchéance, parce qu'on dit que ça va faire avancer... Bon, je mets des guillemets à déchéance puisque j'attends d'avoir le contenu final, mais en même temps, donc moi j'ai envie de dire, il faut conforter les principes fondamentaux de la loi de 1905. Didier Leschi, quel regard portez-vous sur cette proposition ici au Sénat? Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de la protéger, cette laïcité, et pour cela de graver dans le marbre de la Constitution le principe de la loi de 1905? Écoutez, je crois que d'abord on a besoin de bien connaître ce qu'est ce cadre juridique, parce que ce qu'on appelle laïcité, c'est d'abord un cadre juridique qui est complexe, qui ne se résume pas à la loi de 1905, qui est des lois antérieures à 1905 et une jurisprudence du Conseil d'État qui est postérieure à 1905, mais qui est son interprétation. C'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est de repartir du droit, de l'histoire de ce droit, de comprendre quels sont les problèmes qu'on a voulu résoudre. Il est vrai qu'on a un problème qu'on veut qui mobilise les élus et une grande partie de la société, c'est le fait qu'on a le sentiment qu'une religion voudrait revenir à ce qu'on appelait l'Ancien Régime, c'est-à-dire cette période où la catholicité régissait l'ensemble de la vie sociale de quelqu'un, de la naissance à sa mort, parce qu'on était porteur de droits en fonction de son identité religieuse. Et ce qu'on pourrait définir comme la laïcité, c'est cette rupture avec la catholicité. Maintenant, je dirais, pour terminer, que tout ne se résout pas par le droit, même si je pense que la pratique du droit et repartir de ce que disait Jules Ferry, c'est-à-dire des exemples concrets pris sur le vif, permet de résoudre beaucoup de questions. Mais ce qu'on appelle, je dirais, l'esprit laïque, c'est le fait que des personnes peuvent être dans les quartiers, auprès des gens, et diffusent une pensée du vivre ensemble. Cette pensée du vivre ensemble, le droit peut être un point d'appui, mais ça ne suffit pas, et les problèmes qu'on a aujourd'hui sont plus de l'ordre du sociologique que de l'ordre du juridique. Didier Marie, quelle est la position du groupe PS ici au Sénat sur ce texte? On a entendu, ça a été rappelé dans le reportage sur ce sujet, c'était une promesse de François Hollande. Oui, écoutez, je crois que la proposition de nos collègues du groupe RDSE part d'une excellente intention. Affirmer, réaffirmer, proclamer la laïcité. Dans un contexte post-attentat, et on voit bien aussi, on y reviendra peut-être, la polémique qui déchire l'Observatoire de la laïcité aujourd'hui. En tout cas, c'est une excellente intention. Nous partageons la volonté de réaffirmer, de proclamer la laïcité. La question est posée par notre ami. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte juridique permet de le faire ou non? Nous pensons que oui. La loi est aujourd'hui constitutionnalisée, à la fois parce que l'article 1er de la Constitution de 58 précise que la République est indivisible, laïque, sociale et démocratique, dans le désordre, excusez-moi. Et depuis, toute une série de jurisprudences sont intervenues pour le confirmer, en particulier 2 arrêts du Conseil constitutionnel, un de 77 et un de 2013, ce qui fait que les choses ont évolué depuis la prise de position de François Hollande, candidat aux élections présidentielles, qui ont affirmé, confirmé que la laïcité faisait partie du bloc constitutionnel. Donc la vraie question aujourd'hui qui se pose à l'ensemble des responsables publics, c'est comment on fait vivre la laïcité.
Et c'est vrai que celle-ci est attaquée. Comment on l'a fait vivre, mais comment aussi on l'interprète. On a entendu aussi le sénateur Raymond Vall qui dit qu'aujourd'hui il y a des problèmes d'interprétation. Non, il n'y a pas de problème d'interprétation. La question n'est pas là. Juridiquement, on sait à quoi on a affaire. Et le juge, lorsqu'il est saisi, peut de toute façon faire son travail, à savoir donner l'interprétation de la loi et établir les jurisprudences. La question aujourd'hui, c'est qu'effectivement notre monde a changé. Montée des communautarismes, retour de la religion en politique. On le voit malheureusement avec ces organisations terroristes que sont Al-Qaïda, Daesh et autres. Mais on le voit aussi dans des pays dits démocratiques. Vous voyez les résultats du caucus hier dans l'Iowa. Le premier des républicains est un ultra-religieux. Donc voilà, la religion fait un retour en force dans la politique et c'est ça qu'il faut contrecarrer. François Grosdidier, on ne vous a pas encore entendu sur ce plateau. Quelle est votre position? Eh bien, dire que cette proposition de loi part de bonne intention, mais est une erreur. Une erreur d'abord parce qu'elle consiste à figer la laïcité complètement dans ses modalités et pas dans ses principes. La laïcité, vous l'avez dit, est réaffirmée dans l'article 1 de la Constitution. C'est déjà dedans. D'ailleurs, la loi 1905 n'évoque même pas le mot de laïcité. Dans son article 1er, il fixe des principes, à la limite, qui auraient pu être constitutionnalisés. Mais on nous propose d'intégrer dans la Constitution l'article 2, qui parle des modalités, qui renvoie un article 3, qui développe les modalités. Et je ne peux pas tendre dire qu'il ne faut pas d'accommodement. Désolé, la laïcité, c'est pas un principe absolu qui voudrait que l'État ignore les religions. Elle n'en reconnaît aucune, mais elle les connaît. Et la laïcité, ce n'est pas l'hostilité aux religions, ni à une seule. La laïcité, c'est pas l'anticléricalisme, c'est pas l'islamophobie, c'est la liberté, l'égalité de toutes les religions, y compris la dernière venue, et la fraternité dans le domaine des croyances, des convictions, de la foi, et qu'on soit croyant d'ailleurs ou non croyant. Et donc ça suppose des aménagements. Et le législateur, dès la Troisième République, a posé des accommodements, financement des aumôneries, reconnaissance du droit local, construction sur fonds publics de la Grande Mosquée de Paris. Donc c'est aujourd'hui, si nous constitutionnalisions le titre premier, eh bien, nous reviendrions en arrière là-dessus. Donc, effectivement, il ne faut pas congeler la laïcité, ce serait la tuer. Il faut la faire vivre. Alors, Françoise Laborde, j'imagine que vous ne partagez pas du tout cette analyse. C'est vrai qu'il y a eu, quand vous parlez d'accommodement avec les principes de laïcité, à quoi faites-vous allusion, par exemple? On se souvient aussi de l'Association des maires de France qui avait fait un vade-mecum avec beaucoup de questions adressées régulièrement aux élus sur ces principes de laïcité. Je pense que le vade-mecum a mis en exergue quelques zones grises, parce que tout ce qui est facile, tout le monde est d'accord pour dire on applique tel règlement, telle loi, tel décret, tout cela va très bien. Et puis on se rend compte qu'il y a quelques zones grises. Les accompagnements scolaires, un certain nombre de choses, où on y va, on avance, on recule. Mais c'est très compliqué. La restauration scolaire, les tenues à l'école. Voilà. C'est du domaine législatif, tout à fait. Même du pouvoir du maire, laisser faire les maires. Tout à fait, d'accord. Ah ouais. Mais par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que moi j'ai quand même l'impression que la religion revient en politique. Et que si on n'a pas une certaine, une laïcité stricte, hein, j'aime pas y mettre des adjectifs, mais là aujourd'hui, je suis désolée, je trouve que ça veut dire quelque chose. On a le droit de ne pas être d'accord, mais je n'accepterai pas le ça ne veut rien dire, chers collègues. Je pense que justement, le fait d'avoir quelques accommodements, qu'ils soient avec une religion ou avec l'autre, on a vu les intégristes catholique au moment du mariage pour tous. Enfin, je veux dire, moi, je ne stigmatise pas une religion, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire l'islam, c'est la nouvelle religion, donc c'est celle-là dont on veut se débarrasser, comme à l'époque, on voulait se débarrasser du catholicisme. Non, je crois qu'on n'en est pas là. Et justement, à cause de ces communautés, quelles qu'elles soient, qui montent, qui redescendent, qui varient, laissons la place à une stricte laïcité. Voilà, c'est mon point de vue. Didier Lesky, qu'est-ce qui vous a animé finalement quand vous avez rédigé ce guide pratique de cette laïcité au quotidien? Ça veut bien dire qu'il faut que ce principe, qu'on s'adapte à l'évolution de ce principe de laïcité, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que la réponse est bien de le figer, de le graver dans le marbre? Ça veut dire que le débat autour du mot est sans fin, et que le seul moyen de le résoudre, c'est de repartir de cas concrets,
et d'essayer de savoir, à partir de ces cas concrets, la solution qu'on veut construire. Et on la construit à la fois en fonction de l'histoire du droit et des problèmes nouveaux qu'on a à résoudre. C'est pour ça qu'on a pris 38 cas. Madame Laborde parlait des sorties scolaires. Justement, on aborde cette question puisque je rappelle que ce qui est obligatoire en France, c'est l'instruction publique et que les compromis passés font qu'on a à la fois une école publique et des écoles privées, qu'en plus on peut même faire de l'enseignement à domicile et qu'il faut, à mon sens, différencier ce qui est l'ordre du temps scolaire, où là, les familles confient leurs enfants à l'école publique, et à ce moment-là, il n'y a pas à avoir de pression religieuse, ce qui est de l'ordre du temps extrascolaire, où là, il y a une appréciation qui peut être faite, et en particulier parce que c'est sous la responsabilité des mères. Mais quand on arrive à comprendre où sont les frontières, par le droit, on arrive à mieux cerner les problèmes. C'est pour ça que Jules Ferry avait une bonne formule, et qui est à l'origine de ce petit guide pratique, partir d'exemples pris sur le vif, pour après les décortiquer, donner des réponses concrètes, en faisant en sorte qu'on ne blesse pas la conscience d'un élève, disait-il, mais c'est vrai aussi des parents. Voilà. Et je crois que c'est important de rappeler que le cadre juridique... Didier Marie, après je vous donnerai la parole, Françoise Laborde. Didier Marie. Je pense qu'il faut... votre définition à vous de la laïcité. Justement, je pense qu'il faut revenir à ce qu'est la laïcité. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, la possibilité pour toutes les religions de liberté de conscience et neutralité de l'État, ce sont les deux piliers juridiques. J'y viens justement. Et la question de la neutralité de l'État. Et ça, c'est important parce que il ne faudrait pas qu'il y ait une dérive. L'État laïque assure la neutralité et donc la possibilité à chacun de s'épanouir, de s'émanciper, de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas la même chose que la société laïque. Et il ne faudrait pas que l'on veuille d'un seul coup, transformer la laïcité comme une forme de religion qui viendrait interdire toutes les autres. Ce n'est pas du tout l'esprit de la loi 1905 et ce n'est pas du tout l'esprit de la République. Et je pense qu'il faut aujourd'hui se saisir de la loi telle qu'elle existe et elle est suffisamment étoffée, commentée et la jurisprudence est là pour nous le rappeler, pour régler tous les problèmes qui peuvent se poser. Et puis après, pour le reste, il faut faire preuve de bon sens. La laïcité est une langue vivante, dans une société vivante. Et donc, il faut au fur et à mesure... Le bon sens peut laisser aussi des problèmes d'interprétation, justement, et on en vient à ce qu'on appelle ces petits accommodements. Non, parce que le bon sens, la loi et le règlement, c'est pas des compromis. La loi s'appuie... La loi et le règlement. Enfin, le bon sens s'appuie sur la loi. Et donc, quand on a un problème qui n'est pas survenu antérieurement, qui n'a pas été réglé par la loi, il y a deux solutions. Soit on va devant le juge pour le régler, soit on trouve des solutions par soi-même, avec celles et ceux qui sont concernés. Françoise Laborde. Alors moi, j'avoue que là, je ne vous suis pas tout à fait. Bon, monsieur, je n'ai pas encore lu votre livre, donc je vais me pencher sur les cas que vous citez et peut-être je reviendrai vers vous. Mais pour moi, excusez-moi, les accommodements à Neuilly, à Strasbourg, à Sevran ne doivent pas être les mêmes. Donc c'est là que ça me gêne. On fait une différence entre universalisme et relativisme culturel. Donc égalité, équité, voilà des mots sur lesquels aussi il faudrait revenir. Et c'est pour ça que ma laïcité, elle permet peut-être de dire que sur le territoire, que vous habitiez ici ou là, que vous soyez de tel milieu social ou de tel autre, de telle religion ou de n'importe quelle non-religion, vous avez le droit à une égalité. Je suis désolée, moi je ne suis pas pour l'équité et les accommodements. L'égalité n'est pas l'uniformité. D'abord, si cette proposition de loi constitutionnelle était adoptée, demain, il n'y aurait plus de droit concordataire. L'État ne pourrait plus financer les aumôneries dans les prisons, dans les hôpitaux ou dans les armées. Les conséquences, et les communes ne pourraient même plus accorder des baux amphithéotiques pour la construction de cultes, même financés par les fidèles. Donc voilà quel serait le résultat de la constitutionnalisation. Donc la laïcité stricte, c'est ce que je veux dire, n'a pas de sens. Aucun principe est strict. Même la liberté et l'égalité font l'objet de compromis constants. Ils sont par essence contradictoires. Et il n'y a pas de société humaine qui ne puisse se gouverner sans des recherches de compromis. Et ce n'est pas la compromission. Donc voilà.
et pourquoi il faut que les principes de liberté, les principes de l'article 1 de la loi de 1905, qui sont repris dans la notion de laïcité, ceux-là peuvent avoir valeur constitutionnelle, mais pas dans les modalités, sinon vous figez la laïcité, et ce qui est figé est mort. Donc il s'agit bien de faire vivre la laïcité, et même dans les cantines scolaires, il ne s'agit pas de faire des menus halal, mais on ne fera pas les mêmes menus. Et c'est la responsabilité du maire et pas du pouvoir constituant de dire que dans une ville de banlieue comme la mienne ou dans des classes, il y a 90% de musulmans, on permettra peut-être un menu poisson ou un menu végétarien qui n'est pas nécessaire dans un petit village du Charolais. Donc laissez la France dans sa diversité. La laïcité, c'est la clé de la concorde. Et si vous figez la laïcité, vous allez créer la discorde. Didier Lieski, on voit que ce débat est toujours aussi passionné finalement en France. On l'évoquait également aujourd'hui, polémique au sein même de l'Observatoire de la laïcité. Vous n'en faites plus partie, vous avez choisi de vous mettre en retrait. Je suis suspendue. Voilà, provisoirement. J'attends la réponse du Premier ministre Manuel Valls, puisqu'il ne m'a pas dit à moi et aux deux autres comment allait fonctionner demain l'Observatoire de la laïcité. Donc je n'ai pas encore démissionné, je reste suspendue. Didier Lieski, comment vous expliquez finalement que ce débat soit toujours aussi passionné? Je l'explique parce que je crois que on ne part pas de ce qu'on veut résoudre, c'est-à-dire des problèmes concrets qu'on veut résoudre. Et c'est ça la difficulté. Et puis après, on oublie même les potentialités du cadre juridique tel qu'il est. Par exemple, la loi 1905 interdit très clairement de faire de la politique dans les lieux de culte. Donc ça, c'est voilà. Mais en même temps, il existe à côté de la loi de 1905 la loi de 1901, qui est une grande loi de la liberté associative et qui laisse un espace pour effectivement des associations de faire des choses comme elles l'entendent. Et ça, c'est aussi la République. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans l'espace public, réfréner les libertés publiques parce qu'on voudrait limiter la liberté de conscience. Parce que je rappelle que la difficulté de la loi 1905, son essence même, ce n'est pas l'exercice du culte dans la sphère privée, c'est l'organisation de l'exercice, je dirais, c'est public du culte. Et c'est pour ça, par exemple, que les lieux de culte ne sont exonérés des taxes foncières, des taxes d'habitation, que s'ils sont ouverts en permanence au public. Donc, d'où l'importance d'essayer de comprendre ce qu'on veut résoudre plutôt que je dirais, de discuter à l'infini du mot laïcité, qui en plus est un mot récent. La fin du 19e siècle. 1871. Et en plus, dans le préambule de la Constitution, on ne parle pas de laïcité, mais on dit la République est laïque. Ce qui est pas exactement, je dirais, la même chose du point de vue de la dynamique. J'ajouterais que Émile Poulain, qui était le grand spécialiste des questions de la loi 1905 et de la laïcité, avait une formule qu'il faut méditer. Il dit la loi 1905, c'est une séparation, c'est un divorce où l'État et les cultes continueraient à dormir dans le même lit. C'est assez vrai quand on regarde ce que sont les bâtiments publics où se fait l'exercice public du culte, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge par la collectivité publique, ceux construits avant 1905. Et puis après, il y a toute une série de subtilités et de choses qui sont le produit de l'histoire. On a le concordat en Alsace-Moselle, mais on a le régime particulier de la Guyane, on a le régime particulier de la Polynésie, et on a là des choses très, très délicates, et il faut comprendre, si on veut les supprimer, savoir pourquoi on veut le faire, avec quel consensus public, et est-ce que ça ne créera pas plus de désordre public. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin, dans ce contexte aussi post-attentat, de réaffirmer au quotidien ce qu'est cette laïcité et ses principes? Bien sûr, le Premier ministre